Nouvelle journée, nouveau challenge. Et oui, bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Un début de journée agréable dans un condensé de 90 minutes pour vous servir. On voyage à travers des sujets sans oublier une belle incursion dans votre quotidien. Allez, à mes côtés pour maintenant et pour bien longtemps, Alix, bonjour. Bonjour Angeval, bonjour à tous. Il vous faut assurément un abloc pour soutenir votre journée et c'est naturellement sur RTI 1 en compagnie de votre duo qu'on espère que vous adoptez de plus en plus pour partager avec vous. Aujourd'hui jeudi, plusieurs arrêts dans notre besace. Nous avons en tout cas pour cette besace de l'Aurore beaucoup d'informations à vous distiller, notamment pour la santé. On aura deux passages ici avec Dr Envo qui nous parlera de comment maintenir son immunité et surtout la protéger. Et en fin d'émission, pour la thématique santé, on parlera du mal. Les garçons, Inès garçons, ils doivent passer par une étape, c'est la circoncision. Mais quand elle se passe mal, les conséquences, on en parlera dans quelques instants. Et oui, place maintenant à la bonne assiette avec le docteur Envo Yves Blanchard. Aujourd'hui, le sujet, comment renforcer notre système immunitaire, les axes à avoir aujourd'hui, alimentation à éviter ou à prioriser en période d'harmattan et surtout en période de Covid-19. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Alex. Bienvenue. Merci. Alors, c'est la première pour cette année 2021. On espère que les fêtes se sont bien déroulées. À voir votre visage, ça va chez vous tous les jours. Merci. Super. Alors, comment renforcer notre immunité? Déjà, on pourrait définir ce que c'est que l'immunité. Alors, de manière succincte, on dira que l'immunité, c'est la capacité qu'a notre organisme à se débarrasser d'un toxique. Donc, des systèmes micro-organismes tels que les bactéries, les virus ou bien les champignons. Donc, c'est la capacité que notre corps a à se défendre. C'est notre ministère de la Défense. Voilà, c'est notre ministère de la Défense. Voilà, donc, si nous avons une immunité qui est faible, nous serons sujets à des maladies. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui vont passer, vous allez passer ensemble avec une personne, mais après, là, vous allez rendre compte que cette personne va tomber malade. Des éternuements, ou bien, par exemple, des rhumes, ou bien des grippes passées par là. Pourtant, vous avez pris le même chemin. Vous voyez un peu, donc, il y a une différence de votre immunité de cette personne-là. C'est vrai qu'on va plancher sur tous ces détails pour mieux comprendre ce sujet, mais déjà, on a mis le pied dans le plat. Comment renforcer notre système immunitaire? Alors, pour renforcer, d'abord, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui peut faire baisser notre système immunitaire. Si nous connaissons d'abord qu'est-ce qui peut faire baisser, la cause, on peut renforcer. Alors, plusieurs facteurs interviennent dans la gestion de nos systèmes immunitaires. Bon, d'abord, il faut savoir qu'avec l'âge, d'abord, notre immunité baisse. Avec l'âge, c'est-à-dire que les personnes âgées, vous avez vu un peu dans le cas de Covid-19, on a eu d'abord dans les premiers temps les personnes âgées qui étaient les premières victimes. C'est-à-dire que les personnes âgées sont d'abord plus sensibles parce que leur système immunitaire est plus faible que celui d'une personne qui est jeune. Donc, il y a l'âge qui influence beaucoup sur le système immunitaire. Il y a aussi le style de vie, c'est-à-dire que le stress, quand on est beaucoup stressé, alors le système immunitaire il baisse. Il y a aussi l'hygiène de vie, c'est-à-dire que là où nous vivons, notre environnement, il y a aussi l'eau. Oui, l'eau. Quelle influence l'eau a sur... L'eau, il faut juger la pureté et la qualité de l'eau. Voilà. Et moi, je vous dis personnellement la même chose que moi je fais et ce que je conseille toujours. Et je souhaite qu'on puisse avoir une grosse bassine, ou bien carrément on filtre l'eau, ou bien on laisse avoir une grosse bassine, qu'on laisse l'eau décanter pour essayer de purifier davantage l'eau. C'est-à-dire que l'eau, la substance que l'on recueille au travers de nos robinets ne doit pas être consommée immédiatement? Non, pas immédiatement, ce n'est pas conseillé. Il faut laisser l'eau décanter. La décantation est une manière de filtrer l'eau, de se séparer des substances un peu plus lourdes de l'eau. Donc il y a l'eau qui intervient au niveau du système immunitaire. Il faut avoir une consommation de l'eau propre.
Et ce processus dure combien de temps, en moyenne? En moyenne, je pense qu'après 2 heures, 3 heures, on peut avoir... Donc, quand on a une soif qui est vraiment pressante, on ne peut pas, du coup... Bon, ça peut arriver faire des une réserves. fois, ça peut arriver une fois, mais moi, je conseille véritablement. Je le dis parce qu'en tant qu'étudiant, nous avons fait des travaux au laboratoire à Korogo. En ce temps, on avait l'ABECO à Korogo. Nous avons fait des travaux et on s'est rendu compte que même l'eau de pompe, même le sel maternel contenait des substances toxiques. Si. Et lorsque, restons un peu sur l'eau, car c'est aussi un aspect très important. Alix a parlé de réserve tout à l'heure. Chez nous, souvent à la maison, on met de l'eau en réserve, soit dans des bouteilles, soit même dans une barrique et tout. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là? Non. Si le récipient il est bien conservé, c'est intéressant. Mais alors, on peut mettre l'eau dans les petits récipients. Mais lorsque c'est recueilli dans un grand volume, alors on a la chance de filtrer un grand volume que filtrer les petits volumes. Vous voyez un peu, vous vous rappelez un peu, en son temps, les parents avaient dans la maison des jarres qui recueillaient l'eau. C'est vrai que ça maintenait la fraîcheur de l'eau, mais l'autre côté qu'il faut voir, c'est que ça permettait aux substances, les substances de se déposer au fond de la jarre. Et là, c'était une manière, nous on dit que la décantation est une manière efficace pour filtrer l'eau. Donc, dans le cas du système immunitaire, il faut avoir la consommation d'une eau limpide et plus propre. Et il y a enfin, il y a l'alimentation. Bon, il y a le sommeil. Le sommeil va avoir du repos, un repos, et aussi, enfin, l'alimentation. Voici un peu quelques facteurs qui jouent sur le système immunitaire. J'ai cité l'âge, le stress, le style de vie, l'hygiène de vie. Il y a aussi cité aussi l'eau, la consommation de l'eau, le repos et les facteurs alimentaires. Alors, quels sont les aliments qui peuvent nous aider à renforcer notre système immunitaire? Alors, pour comprendre un peu l'impact de l'alimentation sur notre système immunitaire, il faut citer les éléments qui rentrent dans le renforcement du système immunitaire. Il y a 5 éléments. Le premier élément ici que nous soulignons, on parle de la vitamine C. La vitamine C, parce que la vitamine C intervient dans toutes les réactions du corps humain. La vitamine C. C'est une substance antioxydante qui permet de gérer l'organisme. Donc, la vitamine C, on retrouve la vitamine C dans certains aliments. Généralement, ce que nous trouvons, c'est qu'on trouve la vitamine C dans les agrumes. Vous voyez un peu, aujourd'hui, nous mangeons beaucoup d'aliments cuits. L'intérêt de manger les crudités, parce que la vitamine C est une substance qui est sensible à la température. Donc, lorsque nous mangeons un aliment qui est cuit, soyons sûrs, nous ne nous attendons pas vraiment à trouver la vitamine C dans un aliment cuit. Même dans le bissap de faible quantité, ou bien par exemple dans le riz passe aussi, pas de tout, dans les sauces cuites, non, mais on trouve la vitamine C dans presque tous les aliments crus. C'est l'intérêt de manger souvent les aliments crus. Vous voyez un peu les crudités, ou bien même les fruits, mais au niveau des fruits, alors on met l'accent sur les agrumes, c'est-à-dire que l'orange, la pamplemousse, le citron, etc. Parce que tous les fruits contiennent de la vitamine C, mais les différents taux ne sont pas comparables. Lorsque moi je fais le choix d'un fruit, alors bon, bien sûr, Dieu merci que Dieu m'a fait grâce que je suis dans le domaine, je ne vais pas acheter la vitamine C dans une banane. Certes, je vais trouver dans la banane douce un taux de vitamine C autour de 20 mg, alors que dans l'orange, je peux trouver un taux de vitamine C autour de 45 à 50 mg de vitamine C dans l'orange. Je vais trouver par exemple un fruit qui est très riche en vitamine C, la goyave. La goyave, surtout le kiwi. Le kiwi, bon, je ne le cite pas, c'est parce qu'il est un peu trop cher, pas trop à la portée de tout le monde. Oui. Mais le kiwi est un fruit très riche. Il peut avoir un taux autour de 90 à 100 mg de vitamine C par gramme de produit. Docteur, vous qui êtes très à cheval sur les doses et on va dire les modules, comment avoir une bonne ration de vitamine C pour booster son immunité? Quelle est la dose indiquée de manière journalière? On peut, les doses par jour, on s'offre un gros sac d'orange et puis... Non, pas possible, même pas possible, pas possible. Alors, il faut, si par jour, on a pu manger un fruit, une orange, et moi, j'ai dit, sachons choisir nos produits, parce que la vitamine C est une substance qui est thermosensible, c'est-à-dire qui se détruit vite à la température. Vous voyez un peu. Donc, si on a pu manger une grosse orange verte, même si c'est 2 oranges, une orange. Verte, de préférence. Au fur et à mesure qu'un fruit mûrit, le taux de vitamine C baisse et le taux de sucre monte. OK. C'est comme ça qu'on choisit les fruits. Donc, il ne vous demande pas de prendre... Bon, le taux de vitamine C est à son maximum à la maturité du fruit. Donc, lorsqu'une orange est verte, elle est mature, on a un taux de vitamine C très,
très élevé. Au fur et à mesure que mûrit, alors au fur et à mesure que ça devient jaune, alors le taux de vitamine C baisse. Donc si vous avez un choix à faire sur le marché entre une orange qui est très jaune et puis une orange qui est un peu verte, orientez-vous vers une orange qui est un peu verte parce que de l'autre côté, l'orange jaune contient un taux de sucre élevé, plus que de la vitamine C, alors que l'autre contient plus de vitamine C. Ne choisissez pas forcément un fruit par rapport au goût. Le goût n'est qu'un aspect de l'alimentation. C'est ce qu'on fait généralement. Voilà. Le goût n'est qu'un aspect de l'alimentation. Vous voyez alors, vous choisissez une orange qui est un peu verte parce que, alors nous avons fait cette estimation que chaque 3 jours, la vitamine C d'un fruit se détruit de moitié. Donc vous n'allez pas ramasser une orange qui a duré sur le marché, sur le commerce que vous allez prendre. Si elle n'est pas conservée dans les conditions idéales, alors on peut avoir un taux de vitamine C qui peut passer de 45 mg à 12 mg en quelques 2 semaines. Et si l'on le récupère en concentré, soit en sirop, en jus de fruits, pour une bonne conservation, on maintient toujours la teneur en vitamine C? Non, dans tous les cas, il y aura une baisse. Et à ce niveau, j'aimerais souligner quelque chose. Souvent, nous avons des jus de fruits vendus sur le marché. Vous voyez, en termes de jus de fruits, il y a des dénominations. Il y a 100% jus, il y a pur jus de fruits. Mais on doit faire attention parce que il y a certains jus qui sont fabriqués. Je prends un exemple, on prend de l'eau, du sucre, des colorants, des aromatisants, on fabrique un jus. Mais ce jus fabriqué ne contient pas de vitamine C. Vous voyez un peu. De ce que souvent, aujourd'hui, dans la législation européenne, on demande qu'on puisse ajouter de la vitamine C dans le jus fabriqué. Vous voyez. Donc, si nous fabriquons notre jus à la maison, avec les éléments tels qu'un sirop de glucose ou bien des aromatisants, des colorants, ce jus que nous avons fabriqué ne contient pas de vitamine C. Eh oui, notre environnement nous importe vraiment et il faut participer à sa biodiversité et surtout à la conservation de la biodiversité avec le docteur Kofi Kwadio Arsène qui nous vient de l'Institut de la floristique. Nous parlerons bien sûr de ce sujet-là et comment arriver à une bonne conservation et l'étude d'impact environnemental. Les enjeux sont bien sûr de pouvoir préserver notre environnement face à l'agriculture. Bonjour docteur. Bonjour, madame. Bienvenue Bonjour, monsieur. De Matin Bonheur. Merci. Alors, on va tout de suite démarrer le sujet par la définition d'usage de la biodiversité. Alors, merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Alors, avant de définir ce que c'est que la biodiversité, permettez que je remercie d'abord la direction de la RTI qui nous fait l'honneur de parler de ce sujet très important. Je remercie aussi les autorités universitaires qui nous ont permis d'être là, ainsi que la direction du Centre national de floristique. Alors, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Il faut tout d'abord mentionner que le terme biodiversité, c'est un néologisme qui vient de 2 mots, biologie et diversité. C'est un terme qui est apparu dans les années 1985 et qui a été vulgarisé en 1986 et connu au monde scientifique lors du sommet de la Terre à Rio en juin 1992. Et à cet effet, on a défini la biodiversité comme étant la diversité du monde vivant, en considérant la diversité au niveau des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, la diversité au niveau des gènes, la répartition et l'organisation des écosystèmes. Donc c'est tout cet ensemble qui constitue ce qu'on appelle la biodiversité. Alors, son importance pour les communautés humaines? Oui, la biodiversité, c'est d'abord la vie. Mais quand nous le disons, pourquoi nous disons que la biodiversité est la vie? Parce que la biodiversité fournit des services utiles aux communautés humaines. Et quand on parle des services fournis par la biodiversité, on fait allusion aux services écosystémiques. Quand on parle des services écosystémiques, on fait allusion à tout ce que la nature ou l'environnement fournit à l'homme. Par exemple, vous êtes sans ignorer que notre nourriture provient des animaux. Notre façon de s'habiller, même nos vêtements, proviennent des plantes. De la terre. De la terre. L'air que nous respirons est produit en grande partie par les plantes. Le sol sur lequel nous marchons, c'est aussi la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est la vie. Et pour emprunter les propos d'un éminent chercheur américain
qui disait que préserver la biodiversité, c'est préserver la vie sur Terre. Humaine. Voilà. Alors, justement, on va essayer de circonscrire notre analyse et parler de l'activité agricole. Quel est son impact véritable sur la biodiversité? En somme, en quoi est-elle une menace? Alors, tout à l'heure, nous avons défini ce que c'est que la biodiversité. Nous avons parlé des services fournis par la biodiversité. Et quand on parle des menaces de l'agriculture, par exemple, sur la biodiversité, il faut aussi d'abord savoir ce que c'est que l'agriculture. L'agriculture, c'est l'ensemble des pratiques et des méthodes mises en place par les communautés humaines pour pouvoir tirer quelque chose de la terre de façon plus simple. Dans l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons la pêche, nous avons plusieurs autres composantes. Alors, comment est-ce que l'agriculture peut impacter la biodiversité? Quand nous rentrons dans le domaine de l'agriculture intensive, je prends un exemple simple pour illustrer mes propos. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que de vastes superficies de forêt sont détruites. Et quand ces superficies de forêt sont détruites, la biodiversité qu'on trouve dans ces forêts-là également disparaît. Et cette biodiversité est remplacée par des monocultures telles que des cultures de soja, des cultures de maïs, des cultures d'EVA, des cultures de cacao, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toute la biodiversité locale dans un endroit est carrément détruite pour faire place à des cultures. Alors, donc, il faut peut-être certainement des pratiques agricoles favorables à la biodiversité. Bien sûr, c'est dans cela qu'on parle aujourd'hui d'agriculture biologique. L'agriculture biologique fait référence à une agriculture qui proscrit l'usage des pesticides synthétiques, qui proscrit même l'usage des engrais synthétiques et qui favorise les méthodes naturelles, telles que éviter d'exposer la terre, utiliser des engrais verts. Aujourd'hui, certaines firmes agro-industrielles, dans leur plantation, utilisent des engrais verts. Il faut aussi pratiquer l'agroforesterie, c'est-à-dire l'association d'arbres, l'association d'animaux, en collaboration avec les cultures que nous désirons. Donc, toutes ces pratiques de l'agriculture biologique contribuent à préserver la biodiversité. Je prends encore un autre exemple. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Regardez un peu, quand on était encore plus jeune, quand nos parents nous envoyaient acheter de l'attiqué au marché, les emballages qui étaient utilisés pour servir de l'attiqué, c'était dans les feuilles, comme on appelle les feuilles d'attiqué. Le nom scientifique, c'est Tomatococcus danieli. C'est dans ces feuilles de Tomatococcus danieli qu'on servait l'attiqué. Mais aujourd'hui, en 2021, je mets au défi quelqu'un de trouver le Tomatococcus danieli. À Yopougon ou à Djamé, qu'on achète son attiqué emballé avec Tomatococcus danieli. Ça n'existe pratiquement plus parce que la ressource a disparu, ou du moins est en train de disparaître. Prenons encore un autre exemple, simple. Regardez même la viande d'escargot que les Ivoiriens affectionnent tant, la viande d'escargot. À cause de l'agriculture intensive, la biodiversité au niveau des escargots a commencé à disparaître. Aujourd'hui, les escargots que nous mangeons, ce sont des escargots qui sont élevés. La chair est dure et ça n'a même plus le goût de l'escargot sauvage. Donc voilà un peu les dégâts que l'agriculture intensive est en train de faire sur la biodiversité. Là, vous nous avez donné des alternatives. En même temps, on parle d'agriculture. On ne peut pas feindre de savoir que le succès de notre pays repose sur l'agriculture depuis les années et jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que c'est sûr que ça a eu un impact. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire pour ne pas qu'on parte à la dérive? Oui, le mot est lâché pour ne pas qu'on parte à la dérive. Effectivement, je le disais dans mes propos liminaires, qu'il y a certains pays qui ont compris. Des pays tels que le Japon, tels que l'Australie, des pays tels que les pays de l'Europe du Nord. Ces pays-là ont vraiment compris la nécessité de préserver l'environnement tout en pratiquant une agriculture responsable, soucieuse de la préservation de l'environnement. C'est ainsi que vous avez de petites surfaces au Japon ou en Australie, mais sur ces petites surfaces-là, on produit de grandes quantités de nourriture, comme on le dit. Mais nous, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, on pense que c'est avoir de vastes superficies qu'on pourra produire plus. Donc, concrètement, quel est le modèle que Le modèle
le modèle qui est recommandé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'agriculture biologique. C'est-à-dire l'utilisation de moins d'intrants, ou du moins si on doit utiliser les intrants, il faudrait que ce soit des intrants d'origine organique. Et pour l'espace? Pour l'espace, justement, c'est en cela que peut-être que je vais vous emboîter un peu le pas. Aujourd'hui, on pense que l'agriculture, c'est, je dirais, un refuge pour ceux qui ont échoué dans la vie. Non, l'agriculture, ce n'est pas pour ceux qui ont échoué dans la vie. L'agriculture, c'est un métier comme tout autre, comme le journalisme et tout ça. Ça veut dire que ça nécessite une formation. Tous ces jeunes ou toutes ces personnes qui font un retour à la terre ont besoin d'être formés sur de bonnes pratiques agricoles. Si elles ne sont pas formées, on aura les résultats que nous avons aujourd'hui. Cette agriculture dont vous parlez là peut assurer une sécurité alimentaire au monde? Bien sûr. Comme je l'ai dit, il y a certains pays qui n'ont pas de terres arables comme la Côte d'Ivoire, mais qui exportent la nourriture. Prenons le cas du Japon. Le Japon exporte le riz. Prenons même le cas d'Israël. Israël, c'est un pays qui exporte la tomate, qui exporte les fruits, qui exporte les légumes. Mais pourtant, c'est des pays désertiques. Mais tout simplement parce qu'ils ont maîtrisé les bonnes pratiques agricoles. Aujourd'hui, sans de grandes superficies, ils sont exportateurs de nourriture. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Alors, première question déjà, on parle des complications de la circoncision chez l'enfant. Hein. Donc, première question pour notre exploiteur et peut-être pour nous-mêmes aussi. Qu'est-ce que c'est que la circoncision? Oui, je vous remercie. La circoncision, je crois que c'est une pratique qui est courante, donc on la connaît bien. Et la circoncision se définit comme étant l'ablation du prépuce, donc souvent chez l'enfant, c'est un garçon, l'ablation du prépuce, et le prépuce, c'est la peau qui recouvre le gland de la verge. Donc, on parle de circoncision. Pour faire beaucoup plus simple, c'est vrai qu'on penserait que c'est usité et vraiment vulgarisé, oui. Mais on parle essentiellement de l'organe géniteur masculin, n'est-ce pas? Exactement. Tout à fait. Et donc, c'est sur l'organe géniteur masculin que nous planchons aujourd'hui. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on décide ou on choisit de faire la circoncision chez l'enfant? Dans nos contrées, la circoncision est pratiquée couramment pour des raisons culturelles, d'ordre culturel, d'ordre religieux. C'est vraiment en Côte d'Ivoire, en Afrique, la circoncision est pratiquée pour ces raisons. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison nécessaire qui indique la circoncision, mais elle est pratiquée. Mais il faut savoir qu'on peut pratiquer également la circoncision comme étant un acte thérapeutique. C'est-à-dire, il y a des pathologies que le petit garçon peut avoir. On parle de phimosis, on parle de paraphimosis. Ce sont des pathologies particulières. Et lorsque cette maman va consulter, on lui dira qu'il est nécessaire de circoncire ce garçon. Donc, c'est vrai que les raisons sont plus des raisons d'ordre traditionnel, mais également, ça peut être d'ordre médical. Ce que vous dites est très important. On va encore s'épancher quelques secondes là-dessus, parce que dans l'imaginaire, on se disait que c'est une obligation. Ici, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas une obligation si ce n'est pas nécessairement indiqué par un diagnostic médical. Oui, parce que sous d'autres cieux, on le sait bien, la circoncision n'est pas pratiquée. Parce qu'il n'y a pas de nécessité. On a des oui-dits et des a priori là-dessus. Des a priori, pas forcément. Surtout en Afrique, c'est d'ordre traditionnel. Comme on va le voir en Israël, chez les Juifs, on pratique la circoncision systématiquement. Ça, c'est pour des raisons religieuses. Donc, la circoncision est pratiquée en Afrique, en Côte d'Ivoire, parce que sur le plan traditionnel, sur le plan de la culture, on demande de pratiquer la circoncision du garçon. Et c'est souvent vu comme étant un peu bizarre qu'un garçon ne soit pas circoncis. Tout à fait, c'est stigmatisant de ne pas le faire. Exactement, parce que c'est la tradition qui le veut, mais ce n'est pas un acte. C'est un acte qui a des avantages. C'est dit dans la littérature scientifique, c'est un acte qui a des avantages. Mais on peut le pratiquer parce qu'il y a une indication, parce qu'il y a une pathologie qui indique de pratiquer la circoncision. Alors, on va dire que cette tradition-là, aujourd'hui, a pris le pas sur notre quotidien. On le fait sans pour autant penser même à toutes ces pathologies que vous avez suscitées. Bien sûr. Systématiquement, quand on accouche d'un garçon, on attend un peu, et puis on consulte, et puis on fait sa circoncision. Et le fait de le pratiquer immédiatement ou par des cultes religieux, cela préserve de ces pathologies-là immédiatement?
Oui, ça fait que c'est vrai que le phimosis et le paraphimosis, ces deux pathologies que j'ai citées, ne sont pas fréquents parce qu'on va pratiquer systématiquement la circoncision. Il faut savoir que la circoncision, même si on le pratique pour des raisons d'ordre traditionnel, a des avantages. Voilà. Alors, vous allez tout à l'heure nous donner ces avantages-là, mais je voudrais demander à quel âge précisément il faut faire la circoncision? S'il y a un âge précis, bien sûr. Oui. L'âge indiqué pour procéder à une circoncision, vraiment en ayant des conditions idoines qui vont éviter surtout des complications, c'est autour de l'âge de 1 mois de vie. C'est important que le nouveau-né ait 1 mois de vie pour pratiquer la circoncision. On peut le faire plus tôt. Ah oui, j'allais poser la question. Voilà, on peut le faire plus tôt. Dans certaines traditions, on le fait autour de 8 jours de vie. Mais c'est bien. Mais l'âge idéal, c'est 1 mois de vie. Et si on le fait plus tard? On le fait plus tard, il n'y a pas... C'est pas forcément mauvais, mais on va voir que c'est un acte qui est douloureux. Tout à fait. Voilà. Et puis, les conditions pour le faire plus tôt seront différentes des conditions dans lesquelles on va les réaliser plus tard. D'accord. Parlons donc... On peut être amené à le réaliser sous une anesthésie générale parce que c'est un grand enfant. D'accord. Alors, parlons maintenant même de la pratique. Pourquoi et comment elle se pratique? Oui, on pratique la circoncision. D'abord, j'aimerais insister sur le fait que la circoncision est un acte chirurgical. C'est très important. C'est vrai qu'on voit dans nos communautés qu'une maman qui va accoucher d'un garçon, le temps passant, 2 semaines, 3 semaines, va appeler un tradithérapeute qui va procéder à la circoncision, souvent à domicile, mais ce n'est pas ce qui est recommandé parce que la circoncision est un acte chirurgical. Donc, tout autant, quand son enfant est souffrant, on l'envoie à l'hôpital, on l'envoie consulter parce qu'il a un acéphalus, parce que, je ne sais pas, il a une appendicite. De la même manière, lorsqu'on décide de circoncire un garçon, on doit s'adresser à un chirurgien. Alors, vous dites qu'on doit s'adresser à un chirurgien Exactement. dans nos quartiers, Oui. dans nos villes, dans nos villages même. Bien sûr. Généralement, ce n'est pas un chirurgien qui... Enfin, c'est un chirurgien, mais un chirurgien assez particulier. Ouais. Il y a des personnes comme ça qui sont spécialistes dans la circoncision. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? C'est vraiment pas recommandé parce que... Vous êtes en train de déconstruire un rituel oui, de génération en génération. Très fort. Je n'ai pas envie de poser la question à mon voisin, mais bon. La circoncision doit être pratiquée par un chirurgien Oui. pédiatre ou un neurologue qui est aussi un chirurgien qui s'occupe de l'adulte, mais il peut pratiquer la circoncision. On va s'épancher là-dessus parce que disons-nous Oui. les choses telles qu'elles sont. Hein. Oui. Aujourd'hui, on se dit que quand c'est fait par ces personnes-là qui le font depuis pas mal d'années, de génération en génération, on a un résultat beaucoup plus esthétique et beaucoup plus performant. Vous êtes d'accord là-dessus? Je ne suis pas d'accord du tout. Alors pourquoi? Parce Essayez que d'argumenter peut-être ce que vous ne savez pas, c'est tout ce lot de patients qu'on reçoit dans nos centres hospitaliers qui viennent pour les complications de la circoncision. On va en parler tout à l'heure. Oui. C'est dire que si la personne qui procède à cette circoncision n'a pas les compétences requises, on peut s'exposer à des complications. Donc, est-ce qu'on va dire, soi-disant que c'est plus esthétique, exposer son enfant à la circoncision? Les complications de la circoncision aboutissent parfois au décès. Donc, est-ce qu'on peut exposer son enfant à ces complications, soi-disant qu'on le fait comme ça, dans le quartier, ça se fait comme ça? Dans une génération, ça devient, voilà, on va dire un legs même, un héritage. Oui, mais on va parler voilà, de ces conséquences-là. Avant ça, est-ce qu'il y a plusieurs techniques pour pouvoir pratiquer la circoncision? Oui, il y a principalement 2 techniques. Il y a une technique traditionnelle qui est bien connue. On parle de la technique de la guillotine. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la technique la plus usitée que les gens connaissent. C'est-à-dire, on fait une circoncision, on tire sur le prépuce et on procède à l'ablation de ce prépuce avec un instrument tranchant. Et il y a une deuxième technique qui a été développée plus récemment, qui est la circoncision qu'on procède au gomme coquelant. Et on parle souvent de la circoncision au laser. En fait, c'est un instrument qui va faire la circoncision. L'avantage de cet instrument, c'est qu'il aura un meilleur résultat esthétique. Une découpe à 360 degrés. Exactement. Apparemment, vous y connaissez. Bon, enfin. Mais aussi... Pas tant que ça. Hein? Dans notre jargon, on parle d'hémostase, c'est-à-dire ça va permettre d'éviter un saignement.
Donc, c'est une pratique, c'est une technique qui a des avantages. Qui a des avantages. Exactement. Et qui est vulgarisée aujourd'hui. Bien sûr, dans les centres hospitaliers, c'est fait. Tout chirurgien pédiatre sait procéder à une circoncision au gomme coquelin. OK. Alors, Madame Docteur Midécor, à 7h43 minutes, dites-nous quelles sont les complications pour que les gens puissent comprendre qu'il y a souvent des dangers. Exactement. C'est important de se pencher sur les complications de la circoncision parce qu'on a l'impression que c'est un acte anodin, un acte banal. Ce n'est pas du tout un acte anodin. Il y a deux types de complications. Il y a ce qu'on appelle les complications immédiates, c'est-à-dire dans les heures qui suivent la circoncision, on peut avoir des complications. Et la complication la plus courante, c'est l'hémorragie. Vous allez voir que l'enfant a été circoncis, l'enfant continue de saigner malgré le pansement. Puisque c'est une circoncision traditionnelle, on va procéder à l'application de la poudre noire, des décoctions, mais l'enfant continue de saigner. L'enfant peut saigner 2-3 jours. Et cette complication est une complication majeure parce qu'à force de saigner, l'enfant peut perdre la vie. Donc l'hémorragie, c'est une complication qui est quand même une complication majeure. Et lorsque celui qui pratique la circoncision a les compétences, et cette personne sait comment procéder à la circoncision pour éviter l'hémorragie. Et même s'il y a une hémorragie, comment arrêter cette hémorragie à temps. Donc ça, c'est vraiment la complication immédiate majeure. Il y a aussi l'infection comme complication immédiate. Parce que le tradithérapeute qui vient avec sa lame, qui vient avec son couteau, est-ce qu'il a bien désinfecté? Est-ce que cette poudre noire est une poudre stérile? Non. Donc, il peut y avoir des germes qui vont rentrer dans cette plaie, qui vont créer une infection. On peut contracter une infection à VIH parce qu'on s'est fait circoncis. On peut contracter une hépatite virale. On peut contracter un tétanos. Et toutes ces infections ont une certaine létalité. Donc, quand même, c'est des complications à prendre en compte. Parce que la circoncision est censée se réaliser dans des conditions d'asepsie rigoureuse. Merci infiniment, docteur, pour toutes ces explications et cette instruction sur le sujet. En somme, les mamans, c'est elles qui sont en ligne de mire généralement pour cette pratique-là. Balisons au mieux et donnons toutes les chances à nos garçons de pouvoir être épanouis dans le futur, n'est-ce pas? Ness, Alix. Merci, maman. Merci, maman, oui. Alors, avec beaucoup de plaisir, on va vous retrouver demain et terminer la semaine ensemble. Rapidement, on va dire joyeux anniversaire au ministre de la Communication, qui a un an de plus aujourd'hui. Tout à fait. On lui dit beaucoup de bonheur et de belles choses. Demain, on sera encore avec vous, mais n'oubliez pas, mesures barrières, 1 mètre de distance, cache-nez, gel hydroalcoolique. Il le faut dans votre quotidien, c'est important pour vous protéger et protéger les autres. Que Dieu vous garde. Au revoir.